Voilà. Merci Madame le Président. Je vous remercie Monsieur Cornelis de votre présentation et sans vouloir être désobligeante, je tiens quand même à vous faire remarquer en préambule qu'il y a bien longtemps que la Commission aurait dû agir pour mettre fin aux distorsions de concurrence qui existent évidemment dans le secteur de l'aviation, distorsions qu'elle a elle-même engendrées par des politiques de concurrence irraisonnée. Nos compagnies nationales, enfin je devrais dire nos ex-compagnies nationales historiques subissent un cadre concurrentiel européen qui grève leur compétitivité. Et pendant des années, l'Union est restée les bras croisés à les regarder couler en les empêchant de se battre à armes égales avec les compagnies du Golfe, par exemple, lesquelles bénéficient et ont bénéficié de larges subventions et d'aides indirectes, alors que la Commission interdit toute compensation à nos ex-compagnies nationales au nom de la concurrence. Mais la Commission s'est enfin décidée à modifier ses instruments de défense en vue de protéger efficacement notre industrie aérienne contre les pratiques déloyales. Très bien, mais pourquoi ne pas l'avoir fait avant? Le règlement 868/2004 que la Commission se propose aujourd'hui de remplacer n'est-il pas en vigueur depuis 13 ans? 13 ans pendant lesquels nos compagnies ont subi une concurrence déloyale sans pouvoir réagir, tant le règlement en question était inadapté au secteur aérien et en tout cas inopérant dans son application. Sur la proposition elle-même, on ne peut que se réjouir des dispositions encadrant l'ouverture des enquêtes. Les évolutions apportées par rapport au précédent règlement sont positives en ce qui concerne la définition des motifs justifiant l'ouverture d'une enquête, à savoir les pratiques qui causent ou menacent de causer un préjudice à des transporteurs aériens d'une part et la violation des règles internationales d'autre part. Les modifications relatives aux critères de recevabilité des plaintes vont également dans le bon sens. Il n'était pas normal que seule l'industrie communautaire dans son ensemble pût jouir du droit de se plaindre à la Commission, empêchant de fait toute possibilité pour les États membres et les compagnies aériennes de déposer plainte individuellement. Plusieurs points, il me semble, pourraient être améliorés. Les délais pour ouvrir et clore une enquête devraient être considérablement réduits afin de rendre le règlement plus dissuasif. Il conviendrait également de prévoir des mesures provisoires le temps de l'enquête ainsi qu'un mécanisme d'appel en cas de désaccord de l'une des parties avec la décision finale de la Commission. Enfin, la Commission peut-elle apporter des précisions sur les éléments suivants? Le point B de l'article 12, paragraphe 2, dispose que la Commission n'adopte pas de mesures de réparation si celles-ci iraient à l'encontre des intérêts de l'Union. Autrement dit, il suffirait donc aux pays tiers concernés par une procédure d'enquête de menacer l'Union européenne de rétorsion commerciale pour que la Commission mette aussitôt fin à l'enquête et n'exige rien, quand bien même les pratiques déloyales seraient avérées. Ma question est donc celle-ci. De quels moyens dispose la Commission pour faire appliquer ces décisions et comment compte-t-elle se prémunir contre les possibles mesures de rétorsion à l'encontre des compagnies européennes de la part de pays tiers visés par une procédure d'enquête? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Arnautu. Madame Arnautu, vous avez évoqué la question du timing, la possibilité d'adopter des mesures provisoires. Oui, effectivement, ici, nous avons un calendrier maximum, pas de minimum, inversement. Rien ne nous empêche d'aller très vite. C'était également la raison pour laquelle on avait introduit un concept, une menace ou un préjudice. Alors, menace de préjudice, en l'occurrence, alors on pourrait peut-être agir avant que ce préjudice ne pointe le bout de son nez. Nous avons donc la possibilité de réagir rapidement. Alors après, la question de l'intérêt des unités, c'est un point essentiel, un point qui servira également de discussion au Conseil. À comment défendre ou définir l'intérêt de l'union et non pas de l'unité. Nous ne l'avons pas inventé, c'est également quelque chose qu'on retrouve dans les autres instruments de défense du commerce, pour ne pas être forcé à aller dans une certaine direction. Quelqu'un émet une plainte,
Et après, ça sera comme un train qu'on ne peut pas arrêter, qui ne demande une conclusion qu'en fin de parcours, on pourrait regretter ou qui ne serait pas dans l'intérêt du citoyen. Il doit donc y avoir une sorte d'évaluation en fin de parcours, et même au début, où nous pouvons peut-être avoir une vision plus large de la situation. Bon, évidemment, nous ne pouvons pas donner l'exemple sortant de l'aviation, parce qu'on n'en a pas encore, ou concernant ce domaine, mais on a quand même des exemples d'obstacles au commerce, de procédures anti-dumping, où par exemple les intérêts entre les consommateurs et les producteurs ont été équilibrés, et dans certains cas, il avait été décidé que l'équilibre était pour, ou pas vraiment pour l'imposition de telle ou telle mesure. Voilà donc le type d'éléments qui sont pris en compte. Nous pensons qu'il est très difficile d'être plus précis dans le texte sur l'intérêt de l'Union. Parce que être très précis, trop précis, ça serait quelque chose qui serait contre-productif en fin de compte. On oublierait peut-être l'image plus générale. Je ne pense pas que les autres instruments qui existent sont beaucoup plus précis.